Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 30 mai 2023. Les principaux titres pour commencer. Détournement d'un grand montant d'argent à la présidence de la République. Dans ce journal, vous suivrez les informations que détiennent la RPA sur ce dossier de détournement d'1 milliard de francs burundais. Passation ce jeudi du concours national des lauréats du fondamental. Les parents de Gatumba regrettent que leurs enfants ne se sont pas bien préparés à ce concours, perturbés par les inondations. Et les Burundais réfugiés en Tanzanie, de nouveau victimes de tueries. Un Burundais a été retrouvé décapité la semaine dernière. Tout à l'heure, le développement de ces titres. Je viens de vous le dire, un détournement d'1 milliard de francs burundais à la présidence de la République du Burundi. 5 personnes ont été déjà touchées par ce détournement d'une façon ou d'une autre. Parmi ces 5, un fonctionnaire de la présidence en détention et 3 autres sous sanction administrative. Des informations en possession de la RPA révèlent toutefois que les 5 ne sont que des victimes. Les responsables de ce détournement seraient le chef de l'administration et de la gestion à la présidence. Éloge Divin, Remesha. Des résidences du président de la République sont actuellement en cours de construction dans les provinces de Gitega et Kirundo avec un budget alloué par son bureau. Des informations en provenance de la présidence précisent que ces chantiers sont suivis par le chef du service chargé de l'administration et de la gestion au bureau de la présidence, à savoir Edmond Dieudonné Akidimana. Actuellement donc, un détournement d'une somme d'1 milliard de francs burundais est signalé à la présidence du Burundi. Un constat fait par le service de la comptabilité de la présidence selon nos sources. La RPA a su que des arrestations en cascade et des mises à pied de certains fonctionnaires de la présidence ont suivi le constat de détournement. Nous avons déjà connu 2 personnes sous les verrous et 2 autres concernées par des mises à pied. Ceux emprisonnés sont un certain Richard Nzishula, fonctionnaire de la présidence, ainsi qu'un comptable d'une société qui vend des matériaux de construction dénommé Adams, identifié comme le fournisseur de matériaux de construction utilisés au chantier cité. Certaines informations qui émanent du service national de renseignement révèlent que les 2 personnes seraient détenues dans les cachots de ce service. Les fonctionnaires de la présidence concernés par des mises à pied dont nous avons connu l'identification sont nommés Gérard Narimana et un certain Fridolin. Même si ces 4 personnes sont jusqu'à présent soupçonnées d'être derrière ce détournement opéré à l'intérieur du bureau du numéro 1 burundais, nos sources déclarent de leur côté que la réalité est autre. Pour elles, c'est plutôt Edmond Dieudonné Akidimana, en poste depuis plus de 3 mois, qui est derrière le détournement de la dite somme. Différentes sources parlent de 2 pratiques d'Edmond Dieudonné Akidimana qui démontrent son implication dans le dit détournement. Cette implication serait couverte par son supérieur hiérarchique, en l'occurrence le chef de cabinet civil, et les 2 agiraient sous la couverture du président de la République, selon nos sources. La première pratique expliquée par nos sources à la présidence est le fait qu'actuellement, le nommé Edmond Dieudonné préfère collaborer seulement dans certaines tâches avec des plantons affectés à la présidence, tout en mettant de côté des membres du personnel de la présidence concernés par ce travail. Ces plantons, d'un niveau intellectuel minime, selon l'appréciation de nos sources, sont souvent envoyés acheter des matériaux de construction nécessaires. Une pratique mise en place par Edmond Dieudonné Akidimana pour se permettre de truquer les factures, déduisent nos sources. Comme deuxième explication, des sources situées au niveau des chantiers en construction révèlent que la supervision quotidienne de ces chantiers est assurée par certains membres de la famille d'Edmond Dieudonné Akidimana. Révélation confirmée par d'autres sources qui expliquent que le but n'est autre que de faciliter des opérations de magouille et de détournement. D'après ces différentes sources, il serait donc difficile de croire que le chef de cabinet civil du président de la République et ce dernier ne soient pas au courant de l'identité de ceux qui supervisionnent quotidiennement
dans les chantiers. Un motif qui leur pousse à ajouter que ceux qui sont soupçonnés de détournement d'1 milliard de francs burundais au bureau de la présidence le sont pour cacher l'identité des vrais auteurs. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre Edmond Dieudonné Akidimana pour recueillir sa réaction sur ces détournements dont il est accusé. Et du côté de la présidence de la République en général, nous avons cherché la porte-parole Rosine Gulen Gatoni, mais elle nous a signifié qu'elle était occupée. Merci à toi, Éloge Divin Les Méchats. Et retour à présent sur le dossier de l'hôpital Kira, un détournement, un hôpital secoué par un conflit de gouvernance et d'intérêt. Pour démarrer, nous allons vous parler de la naissance de cet hôpital et de ce qui a motivé sa création. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Nul n'ignore que le Burundi fait face à un problème d'accès aux soins de santé de qualité, une situation qui est en grande partie due à un manque criant d'infrastructures sanitaires adéquates et de médecins qualifiés. En effet, comme préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, il faut au moins un médecin pour 10 000 habitants, ce qui est loin d'être une réalité au Burundi, vu qu'en 2004, le Burundi ne comptait que seulement 3 médecins pour 100 000 habitants, une situation qui n'a fait que se détériorer au fil des années, vu qu'au moins 100 médecins spécialistes avaient migré en France en 2017, tandis qu'au Rwanda voisin, il y avait également 100 médecins en 2015, une situation qui non seulement fait perdre de l'argent au gouvernement qui forme des médecins au bénéfice des pays étrangers, mais également la population burundaise en pâtit plus, car elle se voit obligée d'aller se faire soigner en dehors du pays et à des coûts exorbitants, et parfois par les mêmes médecins burundais. C'est cette situation chaotique qui a fait que des médecins burundais évoluant à l'étranger se mettent ensemble pour venir en aide à leurs compatriotes qui peinaient à accéder à l'un des droits fondamentaux qui est celui d'accès aux soins de santé appropriés. Pour y parvenir, ces derniers vont toquer à toutes les portes pour demander un partenariat financier pouvant les aider à implanter un hôpital de référence, non seulement au Burundi, mais aussi dans la région. Un bailleur suisse sera le premier à être convaincu du bien fondé et de l'importance de ce projet. Il s'agit du nommé François Val, à la tête d'un groupe dénommé Numelec, spécialisé dans la fourniture du matériel médical en Suisse et en Europe, groupe qui a son siège à Genève en Suisse. Une fois acquis à cette cause, ce bailleur suisse se rendra au Burundi en 2008 en vue de trouver le bon emplacement qui pourrait abriter cet hôpital de renom. La première option qui s'offrit à lui, ainsi qu'au médecin burundais initiateur de ce projet, était de trouver un hôpital prêt à être rénové afin d'y installer tout le matériel nécessaire à la pointe de la technologie. La clinique Prince Louis Gassolé fut celle qui approchait les normes recherchées, surtout qu'il y avait un projet de la privatiser, chose qui ne sera pas effective, d'où l'équipe se résolut de se mettre à la recherche d'un terrain et d'y bâtir elle-même leur hôpital. Intéressé par ce projet capital pour son pays, feu le président Nkurunziza a promis de leur octroyer un terrain, une promesse qui ne sera malheureusement pas concrétisée. Il a fallu l'intervention de la société étatique Sokabu pour mettre sur pied ce projet. En effet, la Sokabu, qui possédait des bâtiments en ruine datant de l'époque coloniale, a accepté de leur céder ce domaine à condition de faire partie des actionnaires du dit projet. Selon les enquêtes menées par la RPA, une réunion préparatoire de l'Assemblée générale entre les initiateurs de ce projet et la Sokabu, désireuse de participer au capital social de l'hôpital Kira, eut lieu en date du 21 septembre 2010. Du côté du grand bailleur et initiateur du projet en la personne de François Val, il sera convenu que sa part de capital social sera en nature, c'est-à-dire en matériel médical. En 2012, la première pierre de cet édifice qui deviendra l'hôpital Kira sera posée et les travaux ne prendront fin que 2 ans après, en 2014. Le 3 mai 2015, l'hôpital Kira fut inauguré officiellement en présence du docteur Pilot, qui en était le président du conseil d'administration, ainsi que de certains membres du dit conseil, à savoir Maître Péquery et un certain Aubrin, les 3 représentant les intérêts de l'initiateur du projet, à la personne de François Val. Étaient également présents à cette inauguration solennelle certaines hautes autorités du pays, à l'instar de feu Pierre Nkurunziza en tant que président actuel, ainsi que son successeur, le président Évariste Ndayishimiye. Notre source fait savoir que les débuts n'ont pas été faciles, surtout que, à peine 2 mois après l'ouverture de cet hôpital, le pays a sombré dans une période sombre due au 3e mandat illégal et inconstitutionnel de feu le président Pierre Nkurunziza. Mais médecins
commerçants et bailleurs n'ont pas baissé les bras et ont plutôt travaillé d'arrache-pied jusqu'en 2017, année à laquelle ils ont cessé de dépendre de l'aide extérieure pour leur fonctionnement. En effet, non seulement l'hôpital Kira a gagné en notoriété à l'intérieur du pays, vu que les dignitaires s'y faisaient soigner, mais même les étrangers et dont les membres des corps diplomatiques et les habitants des pays voisins, surtout les Congolais, y affluaient. Dans l'entretemps, certaines entreprises para-étatiques devenaient petit à petit actionnaires de cet hôpital, notamment la Sobougeya, l'ONPR et la Comibo, rejoignant la Sokabo, et s'en suivra enfin l'INSS, qui voulait restreindre l'argent dépensé en soins de ses affiliés à l'étranger. Et plus l'hôpital gagnait en notoriété et engrangeait des bénéfices, plus les appétits des représentants du gouvernement grandissaient jusqu'à vouloir évincer les Suisses et les médecins burundais qui sont les initiateurs du projet Kila. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Les théiculteurs burundais font savoir qu'ils ne tirent plus de bénéfices dans la culture du thé. Un de ces théiculteurs qui s'est entretenu avec la RPA indique qu'il travaille à perte. Les 280 francs burundais que l'État leur paye par kilo de thé ne leur permettent pas d'avoir du bénéfice. Ils disent que cette culture leur coûte beaucoup. Le saccage du champ de thé se fait 4 fois l'année, c'est-à-dire une fois les 3 mois. D'être 4 fois, on dépense 90 000, 4 fois, ce qui donne 360 000. Pour l'anglais, vous avez entendu que c'est 50 fois pour le kilogramme. Donc, 4 800 kilogrammes vont avec 24 000 francs burundais. Le total de l'argent que le cultivateur dépense dans une année, on trouve 1 320 000 francs burundais. Et quand le cultivateur met sur le marché 4 800 kilogrammes de récolte avec un prix de 280 francs burundais par kilogramme, on trouve 1 344 000. En faisant la différence entre 1 344 000 et 1 320 000, cela donne 24 000 francs burundais comme bénéfice annuel. Pour trouver le bénéfice annuel par kilogramme, alors on divise ces 24 000 par 4 800, ce qui donne le bénéfice de 5 francs par kilogramme, alors que par mois, un cultivateur doté au Burundi encaisse une perte de 145 francs burundais par kilogramme et par mois. C'est cela donc qui démontre qu'un cultivateur burundais doté ne tire aucun profit de ce qu'il fait. Ces théiculteurs demandent en effet au gouvernement de les traiter au même titre que les caféculteurs et de revoir le prix du kilogramme de thé jusqu'à 1500 francs burundais au moins pour leur permettre de vivre. Nous demandons à l'État de revoir à la hausse le prix du kilogramme de thé de fer comme il l'a fait pour les caféiculteurs afin que nous puissions toucher au moins 1500 francs burundais par kilogramme à défaut de 2000 francs burundais par kilogramme. Cela empêcherait qu'un cultivateur de thé ne continue d'encaisser des pertes chaque mois. Je lance un appel également aux responsables du syndicat des théiculteurs burundais de fer. C'est à quoi ils ont été élus de bien représenter les cultivateurs qui ont placé leur confiance en eux en faisant le plaidoyer au gouvernement jusqu'à ce que le prix du thé soit revu à la hausse au lieu de compter sur leurs profits. Ainsi, ils ont refait ce à quoi nous les cultivateurs leur avons élu. Poursuivons ce journal avec la page éducation. Début du concours national donnant à l'enseignement post-fondamental ce 30 mai 2023. Examen qui se déroule dans plus de 900 places dans tout le pays. Même si ce concours se passe bien de façon générale, certains parents d'élèves de la zone Gatumba, victimes des inondations, déplorent les mauvaises conditions de préparation de leurs enfants. Reportage signé Emmanuel Niyongeko. Les activités du lancement du début du concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental se sont déroulées à l'école fondamentale de Muriza, commune Butaganzwa, en province de Ruyigi, dirigée par François Habyarimana, le ministre ayant l'éducation dans ses attributions. Comme l'a annoncé cette autorité, cet examen qui se déroule dans plus de 900 centres de passation dans tout le pays n'a pas connu de problème particulier. D'ajouter que ce concours a vu la participation de plus de 75 000 lauréats des classes de 9e année. Nous avons 75
15 345 000 candidats qui sont attendus au niveau de tout le pays, parmi lesquels nous avons 41 candidats qui sont des élèves à besoins spéciaux, c'est-à-dire des malvoyants, des sourds-muets et d'autres. Et jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Cet examen se déroule dans 907 centres de passation du concours national. Donc pour le moment, je pourrais dire que tout se passe très bien. En tout cas, on n'a pas d'incident majeur. Un message que nous pouvons lancer, c'est un message d'encouragement à l'endroit de tous nos candidats. Le concours national, c'est un examen comme tous les autres examens qu'ils ont déjà passés. Donc les candidats n'ont pas vraiment à peur de ce concours, même s'il s'agit d'une compétition. Même si ce concours se passe bien de façon générale, certains parents d'élèves de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, victimes des inondations, déplorent les mauvaises conditions de préparation à cet examen. Le troisième trimestre va bientôt se clôturer au moment où il n'a pas été facile pour les élèves de certaines écoles de Gatumba. Il y a même des enfants de certains établissements qui ont passé plusieurs jours sans retourner à l'école à cause des inondations. Certains n'ont pas bien étudié et même ceux qui sont parvenus à se présenter à l'école étaient ventre vide car ces inondations ont endommagé les champs de culture. En tant que parents, nous sommes donc inquiets car les élèves vont passer ce concours sans toutefois être à l'aise. Ce concours national pour les relais des classes de 9e année fondamentale va se passer pendant 3 jours, pour dire qu'il prendra fin jeudi, le 10 juin prochain. Et la population de la colline Gihungwe en commune Gihanga, province Bubanza, dénonce la violation de la loi sur la stabulation par certains éleveurs, dont le responsable du parti CNDD-FDD. Ces éleveurs fait paître leur bétail dans les cultures d'autrui les soirs. Cette population demande intervention de l'administration pour faire respecter cette loi. Le point avec Elvis Niomongeli. Jaime Sengyumba, le responsable du parti CNDD-FDD, de la colline Gihungwe, ainsi que le prénommé Edimo, sont les deux éleveurs pointés du doigt par la population de paître les troupeaux dans les champs des habitants. Comme certains agriculteurs de la colline Gihungwe l'ont révélé à la RPA, ces éleveurs font sortir les troupeaux pendant la nuit et les relâchent dans les champs de la population, ce qui choque tellement ces agriculteurs. L'un de ces agriculteurs indique que ces éleveurs ne respectent rien en ce qui concerne la loi de stabilisation. Les champs de riz, de maïs et de haricots sont les plus menacés. Ici sur la colline Gihungwe, il y a des vaches qui vont sortir de leurs étables pendant la nuit. Le gouvernement burundais avait interdit aux éleveurs de faire sortir les troupeaux, mais ici chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des éleveurs qui se sont permis de faire sortir leurs troupeaux pendant la nuit et les nourrir des plantes de non-chat. Il s'agit d'un certain Lémi Sengyumva et le prénommé Edimo. Les deux ont beaucoup de troupeaux et quand ils font sortir leur bétail, ils les acheminent dans un chat de riz, de maïs et de haricots, des chats qu'on a cultivés nous-mêmes. Frustrés, les agriculteurs de la colline Gihungwe demandent aux autorités habilitées de demander à ces éleveurs pourquoi il faut brouter les bétails de culture appartenant à la population, alors que cette dernière garderait les bétails dans les étables. De plus, les cultivateurs demandent que son comportement soit banni dans cette localité et que le bétail de ces éleveurs soit saisi. Nous vous demandons de poser la question à l'administrateur et au gouverneur pourquoi ces éleveurs font sortir leurs troupeaux pendant la nuit. La plupart de ceux qui ont des troupeaux ici les gardent dans leurs étables, mais seules les deux personnes se sont donné la permission de faire sortir les leurs. Que son comportement soit banni sur notre colline, que ces troupeaux soient gardés dans l'étable comme d'autres. Pour le moment, nous cultivons et nous n'obtenons rien à cause de ces troupeaux qui lui font paître dans nos champs. Pourquoi les nôtres ne sortent pas de leurs étables? Le pire est que, même quand on les attrape, le chef de colline nous dit qu'il va en parler avec les concernés. Que le ministre de l'élevage fasse quelque chose pour nous ici, à Gihungwe, pour que ces troupeaux soient saisis, étant donné que nous aussi, nous respectons la loi de la stabilisation en gardant nos troupeaux dans leurs étables. Vous saurez que ça fait plus de 2 ans que la loi à rapport à la stabilisation a été promulguée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage au Burundi. Une loi qui n'a pas été respectée dans différents coins du pays jusqu'à aujourd'hui. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Gihanga pour s'exprimer à ce propos.
Merci à toi aussi Elvis Nyamongere. Retour à présent sur Bujumbura pour parler de la pénurie d'eau potable au quartier Chibitoke de la zone urbaine Chibitoke depuis une semaine. Les habitants de ce quartier indiquent que parfois l'eau coule de leur robinet durant un laps de temps après minuit. Émile Nivasumba. Parfois l'eau potable est disponible à partir d'1h du matin sur certaines rues du quartier Chibitoke selon la population, mais à 2h, les robinets sont à sec d'eau nouveau selon les habitants de ce quartier. Cet habitant de Chibitoke dit qu'il lui faut toujours être éveillé pour pouvoir aller lutter devant les robinets afin d'obtenir cette eau potable disponible parfois entre 1h et 2h du matin, surtout sur les rues proches de Mutakura. Les habitants de ce quartier de la zone Chibitoke, situé dans la commune Nahangwa à mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils achètent souvent à 1000 francs un bidon de 20 litres d'eau puisée dans les rivières. Ici, il dit que cette eau est puisée dans la rivière Nyabagere et que cette eau est très sale, où elle est puisée dans la localité de Kinyangonge, dans le quartier Mutakura. Il y a vraiment un grand problème selon cet habitant qui dit craindre d'attraper des maladies comme le choléra. La pénurie de l'eau potable perdure alors que la Régie des eaux ne cesse de promettre à la population qu'elle trouvera une solution dans les meilleurs délais. Et parlant justement de la pénurie d'eau au pays, la Régie des eaux ne cesse de repousser ses rendez-vous pour résoudre son problème de manque d'eau. Dans un entretien avec les journalistes la semaine dernière, le directeur général de la Régie des eaux a annoncé qu'avec 2024, ce problème sera définitivement résolu. Pourtant, il y a 2 ans, il avait promis qu'il mettrait fin à ce problème avec le mois d'août, cette même année 2021. Eric Nyonzima. Dans un entretien avec les journalistes à la fin de la semaine dernière, Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, a reconnu que le pays fait face à un problème sérieux de manque d'eau potable. Des explications données par la direction de la Régie des eaux sont entre autres l'agrandissement des villes qui accroît le nombre de personnes et a besoin de l'eau, mais aussi la petitesse des installations de cette entreprise. Cependant, le directeur général de la Régie des eaux promet qu'avec l'année budgétaire 2023-2024, le problème sera résolu. Je peux vous tranquilliser puisque j'ai de l'espoir. Dans le budget que je suis en train d'élaborer de cette année, j'ai prévu que l'on traite les eaux des rivières qui proviennent de Bujumbura rural. Ces sources nous fourniront la moitié de la production en eau que l'on avait jusqu'ici. On fera tout pour qu'avec l'année budgétaire 2023-2024, on termine avec le traitement et que la population commence déjà à utiliser cette eau. Dr. Albert Manigomba avait donné les mêmes promesses en 2021 dans un entretien qui a passé sur les comptes YouTube dans la télévision Afrique Media TV le 8 juin 2021. Albert Manigomba avait reconnu qu'il possède un système de rationnement des quartiers. La distribution, vraiment, c'est très très compliqué parce que la population a augmenté. Mais nous utilisons ce qu'on appelle le rationnement, c'est-à-dire on fait un plan. Par exemple, on dit aujourd'hui ce sont les quartiers, ces quartiers, par exemple Kanyosha, par exemple le quartier Kinindo, par exemple c'est Lundi, Domé c'est l'autre quartier. On est tenté de faire ce rationnement. Mais d'ici peu de jours, son problème, nous allons résoudre ça. Pourquoi? Parce que nous avons des sources d'eau gravitationnelle. Du coup, il avait promis qu'il allait résoudre le problème le mois d'août la même année. On est en train de faire des travaux de distribution de l'eau gravitationnelle. Première, il y a une source qui se trouve sur ces collines-là, Bujumbura-Rilal. On va amener l'eau de la commune de Kabezi. Cette source d'eau gravitationnelle va alimenter les quartiers du sud. Il y a aussi une autre source que nous avons captée à Rwanza. Cette source d'eau va alimenter les quartiers du nord. Le reste alors va distribuer la partie centrale. Oui, ça dure. D'ici le mois d'août, ce problème d'eau vraiment sera aussi résolu. Il est à signaler que plusieurs quartiers de la mairie de Bujumbura peuvent faire plus d'une semaine sans qu'il y ait aucune goutte d'eau qui coule des robinets.
Et hors de nos frontières, à présent pour clore l'édition, parlons sécurité des réfugiés. Un réfugié burundais du camp de Nduta, c'est en Tanzanie, a été retrouvé mort, décapité la fin de la semaine dernière. Le corps a été retrouvé à l'extérieur du camp et nos sources parmi les réfugiés indiquent que la victime a été attrapée par ses bourreaux alors qu'elle était à la recherche du bois de chauffage dans la brousse qui est aux alentours du dit camp. Danny Claire, il la trouve. Elle est connue sous le nom de Cindy. La femme dont le corps sans vie a été retrouvée dans la forêt aux alentours du camp des réfugiés d'Onduta. Selon les témoins oculaires, le corps était décapité. Les réfugiés burundais indiquent que cette femme était introuvable après qu'elle, avec ses camarades, avait été attaquée par des criminels dans la forêt se trouvant aux alentours du camp il y a quelques jours. Ils étaient à la recherche du bois de chauffage. La victime a été attrapée alors que les autres ont réussi à fuir, selon ce réfugié du camp d'Onduta. Ils étaient au nombre de cette personne quand ils sont allés à la recherche du bois de chauffage dans cette forêt. 5 hommes et 2 femmes. Les criminels les ont attaqués et ils ont pris fuite. Mais l'une des femmes est tombée en courant et elle a été capturée par ses bourreaux. Depuis lors, on n'a plus revu cette femme. Selon nos sources, des femmes capturées une fois dans la forêt à la recherche du bois de chauffage sont soit tuées ou soit violées. La fois dernière, il y a des femmes qui venaient de passer une semaine après l'accouchement et s'étaient rendues à la recherche du bois de chauffage dans cette forêt se trouvant à l'extérieur du camp. Ils s'y étaient rendus avec les nouveau-nés. Lorsqu'ils ont été attrapés par les criminels, ils leur ont demandé quand ils sont mis au monde ces bébés et ils avaient répondu que ces bébés ont tous une semaine de naissance. Les bourreaux ont répliqué que ces femmes ont de la chasse pour avoir passé une petite période après l'accouchement, sinon ils les auraient violées immédiatement. Mais ils sont nombreuses les femmes qui sont pas violées une fois dans la forêt à la recherche du bois de chauffage. Les réfugiés burundais dans ce camp d'Onduta demandent d'être approvisionnés en bois de chauffage. Au cas contraire, qu'ils soient protégés lorsqu'ils se rendent dans cette forêt pour chercher de quoi cuire leurs aliments. Merci à toi aussi, Danny Claire. Il a trouvé, c'est pas ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous.